Bonjour à tous et bienvenue dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis accompagné du Commodore Stephen Jeremy, un officier retraité de la Marine britannique. Nous souhaitons discuter de la situation générale en politique internationale. Alors Steve, bienvenue. C'est un très, très grand plaisir d'être ici, Pascal. Je suis beaucoup ton travail et j'aime particulièrement le titre « Études sur la neutralité », car nous devrions parler beaucoup plus de neutralité et beaucoup moins de guerre. Les gens pensent souvent que la neutralité signifie ne rien faire, mais c'est tout le contraire. Cela veut dire faire beaucoup et essayer, au bout du compte, de ne pas finir en guerre, ce qui, à mon avis, devrait être le rôle de tout militaire. Et vous, en tant qu'ancien officier de la marine, vous avez commandé des navires, et en tant que Commodore, vous en avez commandé plusieurs. Quelle est votre analyse de la situation actuelle? À mon sens, tout s'effondre de tous côtés. J'ai l'impression d'être un petit cube de sucre qui se dissout dans l'eau, car il y a tellement de problèmes en même temps. Le Venezuela, l'Iran, les sanctions de l'URPERM, les sanctions britanniques, le génocide en Palestine et tant d'autres. Comment parvenez-vous à donner du sens à tout cela? Je l'ai un peu vu venir et je m'attendais plus ou moins à ce que les choses prennent cette tournure depuis quelques années, Pascal. Quand j'ai quitté la marine en 2010, j'avais presque terminé un livre que j'avais intitulé « Stratégie pour l'action ». Il n'est pas disponible pour le moment, car il est épuisé, mais j'espère en publier une deuxième édition. Ce que j'essayais de faire dans ce livre, c'était de traiter un problème que j'avais remarqué. L'Occident semble terriblement mauvais en matière de stratégie. À l'époque, nous peignions en Afghanistan et en Irak, et depuis, il y a eu la Libye, la Syrie, puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et enfin le Venezuela. Il me semble qu'il y a très peu de signes d'une véritable réflexion stratégique dans tous ces cas. Ce que je n'avais pas vu en revanche, c'était d'autres choses. J'ai eu de la chance, car la marine m'a envoyé passer un an à Cambridge dans les années 1990, où j'ai fait un MPhil en relations internationales. Je ne suis pas du tout à ton niveau d'érudition, mais j'ai une très bonne compréhension de l'économie internationale, du droit international et de la théorie des relations internationales. Je me situe plutôt dans le camp réaliste, je suppose. Même si je ne suis peut-être pas aussi défini que John Mearsheimer, dont je suis pourtant un grand admirateur. Je pense qu'il se passe trois choses dans le monde, et j'y réfléchis depuis environ 2015, lorsque j'ai commencé à percevoir, dans ma seconde carrière dans le secteur de l'énergie, un lien étroit entre l'énergie, la géopolitique et tous ces autres domaines. Je pense donc que la première chose à noter, c'est que nous assistons à un passage d'un monde unipolaire, non pas vers un monde multipolaire, mais plutôt vers un monde tripolaire. Il me semble qu'il existe désormais trois grandes puissances en action. La première est évidemment les États-Unis, la deuxième est la Chine et la troisième est la Russie. Ce qui est intéressant à propos de ces trois puissances, c'est que deux d'entre elles fonctionnent selon des modèles industriels et économiques différents de celui des États-Unis. Je suis un grand admirateur du travail de Michael Hudson. Je ne sais pas si vous le connaissez, je suis sûr que oui. Mais il parle de la différence entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier. Je pense que nous, en Occident, avons basculé vers le modèle du capitalisme financier, tandis que les Chinois et les Russes restent très ancrés dans le modèle du capitalisme industriel. J'ai lu un article, il y a environ 6 mois, Pascal, dans lequel je parlais de l'équilibre des puissances. Je le faisais en réalité dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans cet article sur l'équilibre des puissances, je suggérais, et c'est, je crois, une légère avancée par rapport aux travaux de John Mearsheimer.
que les questions cruciales en matière de puissance militaire étaient doubles. La première concernait les questions de capacité industrielle. Et le deuxième point concernait l'énergie. Et je maintiens toujours cette analyse. Ce que nous commençons à observer, je pense à un niveau plus large, c'est que la Russie dispose d'une très forte capacité industrielle, tout comme la Chine d'ailleurs. Et nous savons que l'Amérique souhaite renforcer sa capacité industrielle puisqu'elle cherche à se réindustrialiser. Je pense donc que l'équilibre des forces entre ces trois pôles est important. Voilà pour la première partie. Mais je pense qu'il y a deux autres dynamiques à l'œuvre, peut-être plus subtiles. La première, c'est que l'économie mondiale ne me semble pas en bonne santé, et je crois qu'il existe de nombreux indicateurs en ce sens. Nous savons que les nations occidentales sont très endettées, en particulier les États-Unis. Il y a des problèmes en cours dans le secteur euro-dollar. J'ai investi dans l'or et l'argent, et je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Cela pourrait être une bonne chose pour moi, puisque j'y ai investi, mais pour moi, c'est le canari dans la mine de charbon. Donc je pense que ce que nous observons, ce sont des problèmes économiques vraiment intéressants. Et il est probable que nous verrons, si les choses se passent comme je le pense, je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait une autre grande crise financière cette année, ou peut-être l'année prochaine. Et cela pourrait avoir un impact plus important que celle de 2007-2008. Si cela se confirme, je ne serais pas du tout surpris, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, que cela nous entraîne dans une profonde récession, voire une dépression. Voilà comment j'y réfléchis. J'ai d'abord présenté ces idées lors d'une conférence à Oxford vers 2015. Mais le troisième élément en jeu, et je pense que c'est fondamental, c'est que nous sommes à l'époque du pic pétrolier. Le pic pétrolier est le moment où les réserves d'énergie, d'hydrocarbures, atteignent leur maximum avant de commencer à décliner. Cela vient des travaux de Marion Kingebert, le grand géologue pétrolier, qui avait prédit, en 1956 je crois, que les réserves américaines de pétrole atteindraient leur sommet en 1971. Et c'est ce qui s'est produit. Il y a ensuite eu un pic lié au pétrole de schiste, mais cela ne durera pas longtemps. Il avait également prévu que les réserves mondiales de pétrole culmineraient vers 2010. Les meilleures données que j'ai vues suggèrent que cela s'est produit vers 2017. Ma référence en la matière est un certain Art Berman, un géologue pétrolier qui travaille aux États-Unis. Il est brillant. Et lui aussi, je pense, comprend cela. La raison pour laquelle l'énergie et l'économie sont importantes, c'est qu'il existe une corrélation mathématique entre l'utilisation de l'énergie et la croissance économique. Et cette corrélation est proche de 1. Il en découle donc que si nous atteignons effectivement le pic pétrolier et que les approvisionnements en énergie commencent à diminuer, et je pense que cela se produira vers 2030, alors à ce stade, nous ne pourrons tout simplement plus faire croître les économies. Ce n'est d'ailleurs pas une très bonne idée, mais nous ne pourrons pas faire croître les économies. Je pense donc que nous commençons à passer d'un monde de prospérité croissante et d'approvisionnement énergétique en hausse à un monde de prospérité décroissante et d'approvisionnement énergétique en baisse. Et je pense simplement que cela explique une grande partie de la tension qui règne dans le monde. C'est assez subtil et sous-jacent, mais ce modèle me semble cohérent. Petite interruption, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotade.substack.com. Le lien sera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. En même temps, on voit à quel point beaucoup des actions politiques entreprises, surtout en Europe, et j'inclus bien sûr
la Grande-Bretagne, comme faisant partie du continent européen, sont si néfastes. Elles leur nuisent tellement, ces décisions. Et j'aimerais peut-être profiter un peu de votre expérience en tant que capitaine de navire et commodore. Je veux dire, quand on est sur un bateau, on ne peut pas le faire tourner immédiatement. On ne peut pas simplement passer en marche arrière et se garer comme on veut, n'est-ce pas? Il faut faire un peu de planification pour atterrir là où l'on veut vraiment être. Je veux dire, comment est-il possible que nous voyions des choses comme les Allemands se tirer une balle dans chaque pied avec Nord Stream 2, en devenant dépendants des États-Unis pour leur énergie? Et aussi le Royaume-Uni, qui semble inséparable des États-Unis, même quand cela lui fait vraiment, vraiment mal. Nous l'avons vu, comment Keir Starmer a été humilié dans le bureau ovale par Donald Trump, et il est simplement resté là, a haussé les épaules et a pris ça à la légère. Comment expliques-tu cela à toi-même? Et en tant que capitaine, comment réfléchis-tu à la manière de diriger de grands groupes de personnes? Je pense que ce vers quoi vous pointez, c'est une crise du leadership en Occident. Et je crois que cela touche presque tous les pays occidentaux, à une ou deux exceptions près. L'un des problèmes, c'est que, comme vous sans doute, j'y réfléchis depuis des années. Et je pense que nous avons en réalité atteint un stade où ce que je vois, c'est la preuve de ce que je ne peux décrire que comme une pensée de type sectaire dans le monde occidental. Cette pensée sectaire repose en partie sur l'hubris, car nous continuons de croire que l'Occident représente les gentils et que nous avons réussi ayant remporté la guerre froide. C'est bien sûr une question ouverte. L'autre chose que je pense que l'on constate, c'est la culture de la manipulation politique. Cette idée selon laquelle tout doit être enjolivé pour remporter une élection donnée. Mais le problème, c'est que cette manipulation conduit à la tromperie, car les informations fournies au public sont, au mieux, partielles. Il ne fait aucun doute qu'il existe des cas où des dirigeants occidentaux mentent à leur population. Ce que j'aimerais croire reste minoritaire. Mais je pense qu'il y a de nombreuses situations où le public est trompé. Et il est trompé parce qu'on ne lui présente qu'une vision partielle de la réalité, puisque révéler l'ensemble ne sert pas les intérêts politiques des dirigeants. Je pense que nous pouvons le constater dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il est évident, pour des gens comme moi, pour vous et pour d'autres, que cette guerre ne peut pas être gagnée. Et pourtant, les dirigeants européens persistent. C'est un peu comme si les dirigeants européens étaient à bord du Titanic, continuant à le diriger droit sur l'iceberg, que représente la capacité militaro-industrielle de la Russie, agrandissant encore les brèches. Je pense que tout cela va finir par s'effondrer. Le problème, cependant, c'est que lorsque je parle aux élites, du moins dans mon pays, je dirais qu'environ 90% d'entre elles y croient réellement. C'est donc un vrai combat, parce qu'elles y croient, et que les médias traditionnels y croient aussi. Et tout ce que le public reçoit, c'est ce même récit. J'ai dit à peu près, je pense à peu près. Et qu'en est-il de votre cercle d'amis et de collègues de la marine, les personnes que vous connaissez? Croient-ils cela aussi dans ce cercle? Parlons-nous d'environ 90%. Je dirais que parmi les anciens officiers supérieurs de la marine que je connais, environ 90% pensent que Poutine est un tyran malfaisant et ambitieux qui cherche à prendre le contrôle de l'Europe. Il n'y a absolument aucune preuve de cela. Aucune. Il ne vend rien. La seule menace, à ce que je peux voir pour l'OTAN, vient des États-Unis, pas de la Russie. Mais oui, j'en ai bien peur. Et cela me rappelle le travail de Schopenhauer, qui disait que la vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est tournée en ridicule. Ensuite, elle est violemment combattue. Et enfin, elle est considérée comme une évidence.
Et je pense que, dans des domaines comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou l'énergie en ce moment, les Européens ont dépassé le stade du ridicule quant à la situation de cette guerre. Ils en sont maintenant au stade de s'opposer violemment à ce qui est une vérité évidente. Alors que selon moi, les Américains ont tacitement admis « D'accord, nous avons perdu cette guerre ». Les dirigeants européens, eux, semblent incapables de l'accepter. Mais je pense qu'il en va de même dans d'autres domaines, y compris celui de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, il y a beaucoup d'idées fausses. C'est mon métier, je le fais depuis 15 ans. Je suis un peu un passionné d'énergie. Mais il y a une très mauvaise compréhension, même au sein de certains secteurs énergétiques, de la situation énergétique mondiale et de son importance pour toutes les sociétés, selon Pascal Lotaz. C'est l'un des points importants. Je veux dire, la Russie, je ne sais pas, tu vois, une grande partie de la discussion, une grande partie du discours que nous lisons dans les médias traditionnels porte sur la coupure des ressources financières de Poutine pour financer sa guerre. Les ressources financières. Et je me dis, oh mais tu sais, ils ont le pétrole dont ils ont besoin pour faire tourner l'économie. Ils ont la main-d'œuvre nécessaire et la main-d'œuvre féminine aussi. Environ 140 millions de personnes au total. Ils ont les ressources naturelles pour produire tout cela. Est-ce qu'à un moment donné, les gens ne se rendent pas compte que la véritable économie, les facteurs de production, sont tous à l'intérieur de la Russie? La question de l'argent est une question d'organisation. Comment motiver les gens à s'asseoir sur les chaînes de production et à faire le travail? Mais ce n'est pas un vrai problème en soi. Je me demande vraiment, est-ce que, du moins pour les militaires comme toi, il ne leur viendrait pas à l'esprit que, oh non, ils ont tout ce qu'il faut pour mener une guerre. L'argent n'est pas vraiment le problème. Tu as tout à fait raison. Il y a une différence entre la manière de penser dans le monde financier et économique et celle dans le monde industriel et physique réel. Et tu as raison. La Russie est ce qu'on appelle une économie autarcique, c'est-à-dire autosuffisante. Si elle ne peut plus vendre son énergie à l'Europe, ce qui est probablement le cas désormais, et je soupçonne que ses approvisionnements énergétiques sont coupés à l'Europe pour toujours, je peux me tromper, j'aimerais me tromper, mais en réalité, elle a de nombreuses possibilités de les vendre à la Chine et à l'Inde. J'ai lu une analyse très intéressante il y a environ 10 ans, je crois, qui suggérait que d'ici le début des années 2030, l'Inde et la Chine, avec leur population, consommeraient la totalité du pétrole exportable du monde. On peut donc poser la question, et alors, qu'en est-il pour l'Europe? Et bien sûr, les Européens répondront, eh bien, c'est pour cela que nous allons simplement passer aux énergies renouvelables. Je veux dire, je travaille dans le secteur de l'énergie, et c'est une industrie de fantasmes. La transition, même si elle est possible, ce dont je doute fortement, prendrait entre 50 et 100 ans. L'idée que nous puissions effectuer cette transition, alors que les hydrocarbures représentent actuellement 80% de l'approvisionnement énergétique mondial, avec environ 10% provenant du nucléaire et 10% des renouvelables, y compris l'hydroélectricité, relève du fantasme. Penser que l'on peut passer de 80% à zéro est tout simplement irréaliste. Si nous y parvenons, et j'en doute beaucoup, alors d'après mes derniers calculs, à notre rythme actuel de progrès, nous atteindrions la neutralité carbone vers l'an 2260. Oui, ce sont tous de bons arguments. Mais mon problème se situe à un niveau encore plus fondamental. Même si l'on parvenait à couper complètement la Russie de toutes ses exportations, disons qu'elle ne puisse pas exporter une seule goutte de pétrole, le pire qui puisse lui arriver, c'est d'avoir trop de pétrole. C'est vraiment tout. Parce que même l'idée selon laquelle « Ah, alors ils n'auront plus d'argent », eh bien, je suis désolé, mais la Russie fabrique ses propres roubles, non?
comme tout État souverain, sauf l'Union européenne, mais laissons cela de côté. La capacité de faire la guerre n'est pas une question d'exportation de pétrole. Pourtant, les Européens, et les Britanniques aussi, sont tellement obsédés par ce point et semblent penser que si la Russie peut être punie dans ce domaine, alors la guerre finira par se retourner. Mais à ce stade, je veux dire, même les Américains, je crois, comprennent que c'est pas ça. Je pense que les Américains ont la situation en main. On le voit dans leur stratégie de sécurité nationale. Il est clair qu'ils essaient de rétablir une relation avec la Russie. Ce sera un processus très chaotique, mais je soupçonne qu'ils y parviendront à terme. Mais non, vous avez tout à fait raison. Militairement, on ne peut pas lancer des obligations de dette synthétique garanties contre les Russes et s'attendre à gagner la guerre. On ne peut pas non plus leur prêter de l'argent et espérer l'emporter. La Russie produit plus d'obus de 155 mm que l'ensemble de l'Occident. Elle développe des missiles hypersoniques contre lesquels nous n'avons aucune défense. Pas nous en Ukraine, mais nous en Europe. L'un de mes postes dans la marine consistait à commander un destroyer de défense aérienne. J'étais donc spécialiste de la défense aérienne. Et je peux vous dire que je serais surpris si, dans 10 ans, nous avions une réelle capacité à nous défendre contre les missiles hypersoniques produits par la Russie. Donc, vous savez, nous sommes dans une situation où, pour ces raisons, peu importe à quel point les Européens, avec le soutien américain, essaient de punir la Russie, il est probable que cela produise l'effet inverse. J'ai écrit un article pour la Naval Review en septembre 2022, et j'y disais que les sanctions étaient des sanctions boomerang. Elles allaient avoir un impact bien plus néfaste sur les nations européennes que sur la Russie. Et c'était évident à l'époque, Pascal. Donc, il est très difficile de comprendre comment des gens, dirigeants d'élite et équipes de fonctionnaires, de militaires, de politiciens, peuvent passer à côté de choses qui me semblent, à moi, à vous, et à d'autres voies alternatives, tout simplement évidentes. La vérité arrive. La vérité arrive. La grande question est de savoir si nous avons réellement la capacité de le concrétiser et ensuite de travailler avec cela de manière constructive. Peut-être juste 2 points. D'abord, je me demande pourquoi tout le discours politique et aussi le discours militaire porte toujours sur la dissuasion et sur la manière de s'assurer que les Russes ne puissent pas attaquer, au lieu de se demander comment faire en sorte que les Russes n'aient pas envie d'attaquer. Je veux dire par exemple la neutralité de l'Ukraine, ou la neutralité en général, est généralement un débat sur la façon de créer un arrangement où personne n'a envie de venir prendre quelque chose. Bien sûr, cela inclut aussi un facteur de dissuasion, mais c'est une chose. L'autre sujet dont j'aimerais que vous parliez concerne votre autre domaine d'expertise, la stratégie. L'absence de stratégie en Occident et peut-être aussi la stratégie des Russes. Comment pensez-vous qu'ils abordent cette question? Mais s'il vous plaît, choisissez parmi ces sujets celui dont vous souhaitez parler. Je pense que votre remarque sur la dissuasion est vraiment importante, et j'y reviendrai à la fin, si vous le permettez. Mais je réfléchis à la stratégie vis-à-vis de la Russie depuis un certain temps. Quand j'ai écrit le livre, il s'intitulait « Stratégie pour l'action ». Je l'ai fait parce que nous étions vraiment mauvais dans ce domaine. Mais je suis tombé sur tellement de réflexions stratégiques du passé qui avaient été oubliées, et j'ai compris que nous pouvions en réalité nous améliorer considérablement. On peut procéder de manière assez structurée. Je suis en quelque sorte autodidacte, si vous voulez, en matière de stratégie. Ce qui est terriblement décevant, cependant, c'est que l'enseignement en Occident est affligeant. Je veux dire, c'est manifestement affligeant. Nous en sommes maintenant à la 5e guerre interventionniste ratée. Si l'on compte la guerre Russie-Ukraine, après l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et la Syrie.
La manière dont j'ai envisagé la stratégie russe, et je l'ai fait de façon neutre, car je n'avais pas anticipé l'intervention de la Russie dans le Donbass, repose en réalité sur ce que j'appelle partir des premiers principes. Il m'a semblé, en y réfléchissant, qu'il existait, si l'on veut, une stratégie en 5 phases. La préparation de celle-ci fut en quelque sorte la révolution des esprits, les premières discussions de Minsk, menant à l'intervention. La première phase, qui fut l'intervention elle-même, de février à avril 2022, je l'appelle pression diplomatique. Car je pense que ce que les Russes cherchaient à faire à ce moment-là, c'était obtenir une solution négociée. Nous savons qu'ils ont commencé à discuter presque immédiatement, je crois même dès le lendemain, pour tenter d'y parvenir. Et je pensais que les 2 volets de cela étaient d'abord l'entrée dans le Donbass, avec une force qui n'était manifestement pas assez importante pour prendre l'Ukraine. Je veux dire, je ne peux pas imaginer qu'il s'agissait de 190 000 hommes, dont une proportion assez importante étaient des volontaires du Donbass. Donc, il était évident, militairement, que cela ne pouvait pas suffire à prendre l'Ukraine. Il n'y a donc jamais eu, à mon avis, l'intention de prendre l'Ukraine, car il aurait fallu une force bien plus importante, 500 000, peut-être davantage. Je ne peux pas croire un instant que l'état-major russe ait dit à Poutine « Oui, nous pouvons prendre toute l'Ukraine avec 190 000 soldats ». Je pense qu'il s'agissait en réalité de sécuriser le Donbass. Et la deuxième partie consistait à exercer une pression politique par l'avancée vers Kiev. Et ce faisant, il montrait aussi à l'Occident que lorsque les Russes disaient qu'il s'agissait d'une ligne rouge, ils le pensaient vraiment. Ils ne bluffaient pas. Je pense que dans la deuxième phase, ils ont commencé à comprendre, après l'intervention de Biden et Johnson, qu'ils allaient devoir se battre. Et comme ils étaient préparés à mener une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'OTAN, ils ont effectué ce que nous appellerions une retraite au contact, un repli stratégique, depuis les zones à l'est de Kiev, vers le bassin, puis derrière ce qu'on appelle la ligne Surovikin. Cette ligne avait été conçue pour être extrêmement imprenable, c'est ainsi que je la décrirais. Mais en même temps, ils ont entamé une mobilisation militaire. Et je pense qu'à l'époque, ils parlaient d'une mobilisation militaire d'une durée de 30 mois. Oui. Ainsi, lors de la phase 3, qui s'est déroulée d'octobre 2022 à septembre 2024, ils se sont engagés dans ce que j'appellerais une défense d'usure. Les Ukrainiens, convaincus par des généraux et officiers d'état-major occidentaux, ont attaqué la ligne Surovikin, non pas une, mais 2 fois. Ils l'ont fait sans soutien aérien, sans couverture aérienne et sans les autres éléments normalement nécessaires pour espérer percer une ligne d'un tel niveau d'imprégnabilité, si l'on peut dire. Et sans surprise, ils ont subi des pertes importantes. Les Russes, à ce stade, je pense, ne cherchaient pas à conquérir du territoire. Leur objectif était de dénazifier et de démilitariser l'Ukraine, comme ils le disent depuis le début de la guerre. Et ironiquement, l'Occident les aidait en réalité, car il encourageait les Ukrainiens à lancer des troupes et du matériel militaire contre la ligne Surovikin pour qu'ils soient détruits. C'est triste à dire, mais c'est ainsi que la démilitarisation était réalisée. À partir du 24 septembre environ, je pense que les Russes sont passés à ce que j'appelle la phase 4, que je décrirais comme une attrition offensive. Avancer lentement, tout en épuisant le matériel et la main-d'œuvre des forces armées ukrainiennes. Je pense qu'ils voulaient sécuriser le Donbass, puis les 4 territoires de l'Est. Mais l'idée selon laquelle ils avançaient lentement à cause d'une mauvaise direction du commandement russe est une illusion. Ils avancent lentement parce que cela correspondait à leur stratégie et à ce qu'ils voulaient accomplir.
Donc quand on entend dire qu'ils ne réalisaient que de très petits gains territoriaux, ça n'avait pas d'importance. Ce qu'ils cherchaient réellement à faire, c'était à user les forces armées ukrainiennes. Je pense que cela nous amène à la situation actuelle. La phase finale, que je crois être sur le point de s'achever, est ce que j'appelle l'exploitation stratégique. Je pense qu'ils vont maintenant passer de la démilitarisation, pas complètement, car ils continuent d'affaiblir les forces ukrainiennes, à l'établissement de ce qu'ils estiment nécessaire sur le plan territorial pour répondre aux besoins de sécurité de la Russie. Et je pense qu'il y a un aspect minimaliste à cela. Le côté minimaliste correspondrait aux 4 oblasts de l'Est. Mais le camp maximaliste, et je pense que c'est la direction qu'ils prendront, c'est la Novorossia, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie, qui comprend Odessa et les oblasts situés juste à l'ouest et à l'est du Dnipro. Je pense que cela les reliera à la Transnistrie. Cela permettra également de sécuriser Odessa, ce qui signifie en retour qu'il n'y aura plus de voies maritimes permettant à l'Ukraine de les attaquer. Cela répondra à leurs besoins en matière de sécurité. Mon intuition forte est que Poutine a dit « Nous allons continuer dans cette voie ». Il a dit à son état-major « Nous allons continuer dans cette voie ». S'il existe une initiative diplomatique qui fonctionne pour nous, le plan B, très bien, nous pourrons l'envisager le moment venu. Mais tant que vous n'entendez rien de plus de ma part, continuez dans cette voie et nous verrons où nous en serons une fois une autre région sécurisée. Et je pense qu'il est vraiment important de souligner ici que, premièrement, Vladimir Poutine l'a clairement dit. Il l'a affirmé ouvertement à la télévision en disant quelque chose comme « Regardez, nous préférons une solution militaire, mais si nous pouvons obtenir le même résultat par la voie diplomatique, alors nous ne fermerons pas cette option. » C'est pour cela qu'il continue à discuter et à maintenir la diplomatie avec les Américains. D'un autre côté, en Russie et à Bruxelles, c'est-à-dire au siège de l'OTAN, je suis à peu près sûr qu'ils sont sur la même longueur d'onde quant au fait qu'il s'agit d'une guerre par procuration, n'est-ce pas? Et les deux parties semblent plutôt à l'aise avec l'idée de la mener en Ukraine, car ce n'est pas seulement l'armée ukrainienne qui s'en trouve affaiblie. Je veux dire, la Russie a également affaibli l'équipement de l'OTAN, non? Cela a en grande partie désarmé, pas complètement, mais en partie, l'OTAN. L'aspect offensif, provocateur, celui des tranchées militaires, a été largement neutralisé. Donc d'un point de vue militaire, c'était un objectif atteint. Et je pense très sincèrement que Vladimir Poutine ainsi que la direction russe en général raisonnent davantage en termes de processus qu'en termes de politique. Et ces processus ressemblent, encore une fois, à la manière dont les navires se déplacent, n'est-ce pas? Vous essayez de déterminer ce que vous devez faire maintenant pour que les choses aillent dans une direction ou dans une autre. Et vous essayez de prendre en compte non seulement ce que votre propre navire est capable de faire, mais aussi la façon dont la mer se déplace, afin de comprendre comment vous pouvez manœuvrer. Et en ce sens, il me semble qu'au moins les Russes ont décidé d'essayer de manœuvrer le navire de manière à protéger la Russie du continent européen. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est de la position des Européens et de l'OTAN. Leur stratégie consiste-t-elle désormais à accepter cela et à laisser la situation se terminer, ou veulent-ils réellement passer à l'échelle européenne et dire « Non, 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 nous allons nous préparer à une véritable guerre européenne contre la Russie ». Qu'en pensez-vous? Parce qu'en Allemagne, nous voyons la militarisation en cours. Nous l'entendons aussi au Royaume-Uni. Et nous entendons les bruits de sabres, n'est-ce pas? Mais est-ce réel ou est-ce pour la forme? Et peut-être que tout cela finira par s'arrêter à un moment donné. Je soupçonne que tout cela finira par s'arrêter. Et je pense que cela s'arrêtera pour des raisons que les gens ne perçoivent pas au départ.
principalement parce que nous ne pourrons pas nous le permettre. Avec des nations occidentales lourdement endettées, peut-être à l'exception possible de l'Allemagne, bien que cela ne dure probablement pas longtemps, tous les pays du G7 ont des ratios dette-PIB supérieurs à 100%. Je pense que les États-Unis se dirigent vers 125%, voire plus dans certains cas. Alors la question est d'où vient l'argent? Et bien sûr, la seule source, ce sont les contribuables. Maintenant, à mesure que cela devient évident, j'ai une approche un peu différente sur ce point. Désolé, mais je dois souligner qu'en fin de compte, l'argent vient de la Banque centrale. Encore une fois, je ne pense pas que l'argent ou la dette soit un facteur de contrainte si important. Au bout du compte, la dette de quelqu'un est l'actif de quelqu'un d'autre. Donc vous savez, on peut toujours en tirer de l'argent. Mais les Européens n'ont pas l'infrastructure, n'est-ce pas? Ils empfanent en place pour produire tout cela. c'est un point juste. Je pense que ce qu'ils n'ont certainement pas, c'est la capacité industrielle pour rivaliser avec celle de la Russie. Et il devrait être clair pour tout le monde que si cette guerre n'a pas pu être gagnée avec l'Amérique à bord, les États-Unis à bord, alors elle ne peut certainement pas l'être uniquement avec les Européens. Donc, quand j'entends des gens parler de se préparer à combattre la Russie d'ici 2030 et d'investir d'ici 2030, eh bien, toutes les économies sont en difficulté. Ce que nous voyons déjà, c'est que l'Allemagne est en récession. Je pense que le Royaume-Uni et la France sont au bord de la récession, s'ils n'y sont pas déjà, avec une croissance très très faible. Je pense que 0,1%, c'est minuscule. Mais je pense que la capacité industrielle est essentielle. L'autre élément crucial, et encore une fois, je le dis en tant que spécialiste d'énergie, c'est d'où vient l'énergie. Donc, cela n'a rien à voir avec la finance, comme vous le dites. Dans l'article que j'ai écrit sur la guerre et le pouvoir, j'ai expliqué que non seulement il faut une capacité industrielle, mais aussi de l'énergie, car les usines ne fonctionnent pas très bien s'il n'y a pas d'électricité ni rien pour les alimenter. À l'heure actuelle, les Européens sont des importateurs nets d'hydrocarbures, environ 12 millions de barils par jour, je crois. C'est de cet ordre-là, un chiffre très élevé. Et à l'exception de la Norvège, tous sont des importateurs nets. Maintenant, le problème qui va se poser, je le crains, c'est qu'en coupant l'accès aux hydrocarbures russes, d'où viendra cette énergie? Vous avez une énergie coûteuse en provenance des États-Unis et une énergie coûteuse, quoique légèrement moins, en provenance du Qatar. Et c'est à peu près tout. Puis-je te confier un secret? Ce GNL, très cher venant des États-Unis, je ne suis pas sûr qu'il arrive encore, s'ils veulent vraiment le Groenland, et que les Européens ne disent pas oui. Je ne suis pas sûr. Je veux dire, se pourrait-il que Donald Trump envisage d'utiliser le GNL comme une arme? Juste un petit secret. Nous ne voulons pas gâcher la fête des Européens, n'est-ce pas? Je veux dire, cette énergie aussi provient en grande partie, il faudrait que je vérifie les proportions, mais une forte proportion vient du secteur du schiste, parce que c'est ce que le schiste produit, de l'énergie. Et le schiste est une ressource à très court terme. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais un gisement de schiste atteint sa production maximale en environ 6 mois. En l'espace d'environ 24 mois, il est tombé à environ 10% et il est épuisé au bout de 30 mois. À une exception près, la plupart des gisements de schiste, le gisement de Bakken, je crois, ou peut-être celui d'Eagle Ford, sont ceux qui produisent encore. Mais beaucoup d'entre eux sont en déclin. Donc le schiste, ce n'est pas, c'est une ressource avec un très faible retour énergétique sur investissement. Et c'est quelque chose de temporaire. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Amérique est en réalité présente au Venezuela.
Mais non, tu as raison. Si l'Europe n'a pas l'énergie nécessaire pour relancer ses usines, même si elle pouvait se permettre de les remettre en marche, alors ses chances d'être prête à affronter la Russie, même d'ici 2030, je dirais, sont extrêmement faibles. La Russie a probablement une avance de 2, 3, peut-être 4 ans. C'est aussi une société industrialisée, non financiarisée. Pour ces raisons, je serais stupéfait que nous puissions un jour rattraper la Russie, même si nous consacrions, disons, 10% de notre PIB à l'industrialisation militaire. Et bien sûr, l'ironie, c'est que la Russie ne veut pas conquérir l'Europe. Ce serait donc mener une guerre offensive contre la Russie. Et dans quel but? Je veux dire, l'ironie, c'est que les gens me disent « Poutine veut évidemment prendre l'Europe ». Ma réponse, c'est pourquoi voudrait-il prendre l'Europe? Qu'y a-t-il en Europe qu'il pourrait vouloir? Il a une société autarcique, il dispose de toute l'énergie dont il a besoin, d'une société industrialisée. Pour quelle raison possible voudrait-il prendre l'Europe? Je veux dire, il est bien connu, d'après les analyses historiques, que les Russes n'ont pas vraiment apprécié d'être les dirigeants de l'URSS et que la collaboration avec certains pays d'Europe de l'Est était assez conflictuelle. Je ne vois aucune raison pour laquelle les Russes voudraient prendre l'Europe. Et il n'existe aucune preuve, dans quoi que ce soit, que Poutine ait jamais dit qu'ils le veuillent. En réalité, tout ce qu'ils ont dit va dans le sens inverse. C'est donc, je le crains, un fantasme occidental. Tout ce discours me fait juste penser que, au fond, c'est simplement du narcissisme. C'est comme si nous étions le jardin, et M. Borrell l'a même dit, n'est-ce pas, d'une manière très raciste. Nous sommes le jardin, et tout le monde veut entrer dans le jardin, ou même s'approprier le jardin. Mais enfin, les gars, avez-vous déjà regardé autour de vous? À quoi ressemblent vos villes? Avez-vous déjà observé l'état de votre économie? C'est, oui, complètement déconnecté. Déconnecté de la réalité. C'est pour ça que ce discours sur la Russie n'a aucun sens dans notre coin, non? Il serait bien plus logique de dire « Hey, comment peut-on s'asseoir ensemble et construire cette structure de sécurité coopérative de Lisbonne à Vladivostok pour que nous puissions tous prospérer et que l'Ukraine devienne un pont plutôt qu'un mur ?» Ce serait bien plus cohérent. Mais ça, on n'en parle dans aucun coin du discours public, du discours dominant. Je pense que c'est l'un de ces cas où tu as posé une question sur la stratégie de l'Europe. Je ne crois pas que l'Europe ait une stratégie. Je suis un auteur spécialisé dans la stratégie et j'y réfléchis sérieusement depuis 20 ans. Je ne vois aucun signe d'une quelconque stratégie en Europe, à part s'entêter et espérer. Donc tu sais, c'est désastreux, franchement, parce que cela nous empêche de réfléchir clairement à la question. Nous sommes dans une sorte de pensée sectaire, ce qui fait que toute personne, comme Jacques Bord par exemple, qui ose produire un travail très bien documenté, j'ai lu ses livres, ils sont exceptionnellement bien référencés et à mon avis, très solides sur le plan analytique. Mais parce qu'il dit quelque chose avec lequel nos politiciens ne sont pas d'accord, on le réduit au silence. C'est très mauvais pour l'Europe, car nous nous infligeons en réalité des dommages économiques à un moment où nous devrions plutôt réfléchir à investir dans les dépenses d'investissement, des choses qui profitent à la société, au lieu d'essayer de mener une guerre impossible à gagner, ou de nous préparer à une guerre encore plus impossible à gagner sur le continent européen. Tu as raison. En ce qui concerne la discussion sur la dissuasion, je dis depuis un certain temps que l'OTAN ne cesse de parler de dissuasion. Mais qu'en pratique, ce qu'elle fait réellement, c'est de la dissuasion par confrontation. Ce n'est donc pas de la dissuasion, c'est de la confrontation. Et ils se sont retrouvés dans une situation de confrontation avec la Russie, où ils ont avancé jusqu'aux frontières. Cela s'est révélé être un bluff. Je ne pense pas que nous ayons compris que c'en était un.
J'ai écrit un article, je crois que c'était pour Responsible Statecraft, il y a environ 9 mois, dans lequel je disais que l'OTAN était en quelque sorte un tigre de papier, et que si l'OTAN, même avec l'Amérique à bord, entrait en guerre contre la Russie, nous perdrions. Je suis absolument certain que nous perdrions, pour plusieurs raisons. Mais encore une fois, l'OTAN est l'une de ces institutions, un peu comme un organisme supranational tel que l'Union européenne, où l'un des moteurs essentiels devient la propre préservation de l'institution. Ouais, J'ai bien peur qu'en réalité, les principales victimes de la guerre soient l'OTAN et l'Union européenne en tant qu'institutions indépendantes. Cela ne me surprendrait pas du tout si d'ici 5 ans, elles avaient toutes deux disparu. oui, c'est tout à fait probable, je pense. J'aimerais te soumettre une théorie, ou plutôt une approche, qu'une jeune chercheuse, Nell Bonilla, qui est déjà passée plusieurs fois sur ma chaîne, a développée. C'est une excellente analyste, à mon avis, et elle essaie de rassembler les pièces du puzzle. Dans l'un de ses derniers articles, ou de ses dernières approches, elle parle de ce qu'elle appelle la sécuritocratie. Son argument, c'est que, en apparence, tout semble chaotique, désordonné, et cela donne l'impression d'un mauvais leadership. Mais en réalité, ce que nous observons, c'est un changement dans la manière dont nos États sont gouvernés. Un éloignement de la politique, un éloignement des politiciens eux-mêmes, car ils ne sont plus que des exécutants, appliquant ce qui a déjà été défini par la sécuritocratie. Les personnes qui travaillent dans les think tanks, les organismes administratifs, et ainsi de suite, et qui conçoivent le monde et la politique uniquement à travers le prisme de la sécurité, en subsumant tout sous cette étiquette de sécurité. Donc tout est une guerre, tout doit être défendu, tout doit être abordé comme une guerre cognitive, une guerre humaine. Et par conséquent, chaque aspect de la vie doit être d'une certaine manière intégré dans un plan militaire, dans une structure défensive, et aussi dans les ressources. Non pas 1% du PIB, ni 2%, mais 5% doivent y être consacrés et répartis dans des infrastructures censées toutes nous aider à nous sentir en sécurité, sans jamais définir ce qu'est réellement le but ultime de la sécurité. Quand sommes-nous en sécurité? Cela ne fait que définir des ennemis contre lesquels la sécurité doit ensuite être produite. Dans quelle mesure vois-tu cette influence, tu sais, de la part des sécuritocrates qui essayent de soutenir à tout moment qu'il faut renforcer la sécurité à tous les niveaux? J'en vois un peu, oui. Je le remarque certainement dans la presse. Et je suppose que d'une certaine manière, cela ressemble un peu à l'avertissement d'Eisenhower à propos du complexe militaro-industriel. Donc je pense qu'il y a effectivement de cela. Je crois qu'il y a en réalité une faille fondamentale, à savoir l'argument du beurre et des canons. Si les sociétés investissent massivement dans la sécurité, mais que cela finit par nuire à leur économie ou à leur réussite, alors c'est contre-productif. Il est évident que si l'on consacre tout son temps et son argent aux armes, aux armements, plutôt qu'aux besoins essentiels, comme la nourriture, l'énergie, etc., on se retrouvera avec une société moins sûre. Et en effet, une démocratie stable sera d'autant plus nécessaire, précisément à cause de la désorganisation de cette société. Je veux dire, on voit déjà beaucoup de tensions et de pressions à travers l'Europe, avec des émeutes par endroits. Donc, vous savez, cela m'inquiète. Mais je trouve que c'est un point très intéressant. Je n'étais pas tombé sur ce raisonnement auparavant, mais je vais m'assurer d'en lire davantage à ce sujet. Je pense que la question intéressante ici est de savoir dans quelle mesure il y a un élément financier purement capitaliste, à savoir l'influence du complexe militaro-industriel sur les politiques, principalement pour des raisons d'intérêt des actionnaires. Et cela ne me surprendrait pas du tout si cela en faisait partie. J'écoutais l'émission Sunday Politics de la BBC et il y avait le PDG d'une grande entreprise de défense qui, encore une fois, plaidait pour davantage d'investissement dans la sécurité.
Bien sûr qu'ils le feraient, purement par intérêt pour les actionnaires. Je pense que le danger ici, c'est que nous devons aborder cette question de manière beaucoup plus équilibrée, car il existe une autre façon d'assurer la sécurité, en parlant réellement aux gens. Donc si vous me demandez par quoi je remplacerais l'OTAN, je la remplacerai immédiatement par une organisation qui n'est pas parfaite, mais qui existe déjà. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et l'indice sur son fonctionnement se trouve dans le mot « coopération ». Je pense que l'un des meilleurs moyens d'assurer notre sécurité en Europe est de commencer à parler avec les Russes. Les gens sont souvent stupéfaits par cette idée, mais je trouve absolument incompétent, sur le plan diplomatique, que les Européens ne parlent pas à la Russie. Des conversations difficiles ont été maintenues entre les deux camps de guerre pendant des années et des années. Je veux dire, le Vietnam en était un exemple. Les problèmes que nous avons eus en Irlande du Nord en étaient un autre. Nous avons parlé à l'IRA de manière très subtile tout au long de ce conflit. Mais si nous ne parlons pas à la Russie et ne cherchons pas à comprendre la situation de leur point de vue, nous risquons de nous enfermer dans une frénésie de sécuritocratie, nous poussant à investir toujours plus dans la défense et de moins en moins dans les besoins fondamentaux d'une société prospère. Il s'agit d'éducation, d'alimentation, d'énergie, ainsi que de la santé et des besoins essentiels d'une société occidentale fonctionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je soupçonne que la guerre n'aura pas lieu. Parce qu'à la manière dont nous avançons, si nous continuons sur cette voie, Pascal, nous finirons par nous infliger à nous-mêmes des dommages économiques considérables. Nous l'avons déjà fait, mais à ce rythme, nous aggravons encore les dégâts par une réflexion stratégique vraiment médiocre sur la guerre, sur le contexte plus large dans lequel elle se déroule et sur ses conséquences. Et ces conséquences sont prévisibles. Je sais qu'elles le sont parce que je les ai prévues. Tu les as prévues. D'autres les ont prévues. Le problème, c'est que les élites occidentales semblent incapables de les voir pour le moment. Et c'est pourquoi des chaînes comme celle-ci, qui offrent aux gens la possibilité de penser autrement, sont si importantes. C'est vous, c'est Doug McGregor, c'est Daniel Davis, c'est Glenn Diesen. Tous ces types de chaînes comptent, car en ce moment, nous avons vraiment du mal à trouver une réflexion sensée dans les médias traditionnels. Nous avions autrefois une très bonne presse dans ce pays, mais je trouve cela décevant. Je me suis plaint plusieurs fois à la BBC, et j'aurais tout aussi bien pu ne pas le faire. C'est un peu comme vivre dans un monde à la Alice au pays des merveilles. D'ailleurs, je commence à me demander si je ne devrais pas relire Alice au pays des merveilles. Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe avec les élites. Je veux dire, c'est bien là toute la question, non? Comment se fait-il que dans des États démocratiques libéraux, nous nous retrouvions avec des médias dominants entièrement capturés et contrôlés par les élites? Il y a des explications, bien sûr. Nous avons Chomsky et Herman, nous avons eu beaucoup de discussions, j'en ai eu sur cette chaîne. Je pense que nous pouvons tous comprendre les mécanismes qui mènent à cela. Mais la conjonction de tous ces éléments, lorsqu'elle s'accompagne d'une guerre extérieure et d'une répression intérieure, comme la manière dont le Royaume-Uni gère aujourd'hui la dissidence sur Gaza et sur la Palestine, sur le génocide, c'est draconien, non? La protestation elle-même est criminalisée, et ainsi de suite. Il y a tellement d'aspects à tout cela, mais ils vont tous dans la même direction. Toujours plus de la même chose. Un renforcement du système, une insistance à poursuivre cette voie, même à un moment où le plus grand partenaire, les États-Unis, est en réalité la seule véritable menace pour le territoire européen ou celui de l'OTAN.
Ce qui est assez remarquable en fait quand on y pense. Et d'une certaine manière, je ne serais pas heureux si Donald Trump le faisait, mais ce serait bien fait pour eux, non? C'est un peu comme si votre plus grand allié vous retirait une grande partie du territoire de l'UCOMEMER. Ce serait peut-être le signal d'alarme nécessaire pour se débarrasser de certaines de ces idées fondamentales de cette secte, de cette pensée sectaire. J'ai été initié à l'idée de la pensée sectaire par un type nommé Livesey. J'ai d'ailleurs oublié son prénom, mais il écrit sur le postmodernisme. L'un des problèmes dont souffrent, à mon avis, les sociétés occidentales tient à deux dynamiques. D'abord, ce que les gens appellent le wokisme est en réalité mieux compris comme du postmodernisme, car cela explique bien mieux ce qui se passe. L'autre, c'est ce que j'appellerais l'école de Chicago des économistes. Ainsi, on a des gens, à la fois à gauche et à droite, qui nuisent à nos sociétés, curieusement. Je crois que c'est Eisenhower qui a dit que la chose la plus importante pour qu'une démocratie fonctionne est une population bien informée, et nous en sommes certainement loin aujourd'hui. Et c'est en grande partie, je pense, dû à une culture de la communication manipulatrice et à la manière dont les partis politiques et ceux qui détiennent le pouvoir cherchent à influencer la presse. Mais c'est aussi, je crois, à cause de la presse elle-même, qui veut conserver son accès et sait que si elle se montre trop ouvertement anti-gouvernementale, cet accès pourrait lui être retiré. C'est en partie cela, mais aussi parce qu'elle est elle aussi prise dans le jeu de la manipulation. Il est très intéressant de constater que dans les sectes, lorsqu'on présente des faits et des chiffres qui contredisent leur argumentaire, elles les réinterprètent simplement pour les faire correspondre à leurs croyances. Et nous voyons cela se reproduire sans cesse, j'en ai bien peur. Mais nous surmonterons cela. Je pense que nous y parviendrons à mesure que la vérité s'imposera. Et je pense que la première grande vérité sera la défaite de l'Ukraine dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je soupçonne que cela se produira d'ici la fin de l'année prochaine. Je doute que ce soit avant. Cela pourrait se prolonger jusqu'en 2027. Mais c'est à ce moment-là, je crois, que beaucoup de populations occidentales vont se tourner vers leurs politiciens et leurs élites en leur demandant « Comment avez-vous pu vous tromper à ce point ?» Et la réponse est vraiment très simple. Il y a un excellent général français, André Beaufre, qui écrivait dans les années 1950. Il disait qu'en guerre, le perdant mérite de perdre, car sa défaite sera la conséquence d'une mauvaise réflexion, d'une mauvaise stratégie, avant ou pendant la guerre. Et c'est exactement le diagnostic que je donnerais si mes dirigeants me demandaient pourquoi les choses tournent mal. C'est vraiment aussi simple que cela. Je le crains. Je veux dire, tu peux ignorer l'iceberg jusqu'à ce qu'il te percute. Tu peux encore l'ignorer, mais tu vas couler. Et une fois au fond de l'océan, tu pourras te dire que tu étais un beau navire. Mais non, tu ne pourras pas, parce que tu seras mort. Point final. Alors, les Américains ont sauté du Titanic. Les Européens y sont encore, et ils y font de plus en plus de trous, j'en ai bien peur. Alors, oui, et la musique devient de plus en plus forte, mais elle n'est tout simplement pas assez forte pour couvrir l'iceberg, le grincement, parce que le grincement devient vraiment, vraiment fort maintenant. D'accord. Stephen, pour les personnes qui veulent découvrir ton travail ou tes écrits, où devraient-elles te suivre? J'ai quelques articles que je vais t'envoyer, que tu pourras consulter. Je suis en train de développer un Substack, donc je t'enverrai aussi les liens. J'espère lancer ma chaîne YouTube au milieu de l'année. Pascal, je te tiendrai au courant. En tout cas, c'était un plaisir, Pascal. Et bravo pour ce que tu fais aussi. C'est vraiment, vraiment important. Eh bien, merci beaucoup pour cela et merci de nous avoir donné votre analyse.
Je mettrai les liens que vous m'enverrez dans la description de cette vidéo ci-dessous. Commodore, Steve et Jeremy, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal.